Bon, bonjour à tous. C'est un peu plus flippant d'être en bas qu'en haut, mais ça devrait aller. Donc, je suis venu pour vous parler de l'utilisation de Blender en production pour le jeu vidéo, en fait, dans un studio indépendant. Alors, l'utilisation de Blender dans notre studio, hein, je ne suis pas là pour dire que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser ou que c'est la meilleure méthode, mais bon, c'est comme ça qu'on l'utilise chez nous. Donc, qui suis-je? Donc, Pierrick Picot. Je suis généraliste à la base. Je suis venu à la 3D assez tard. Et je suis venu donc à la 3D en 2011 et à Blender en août 2012. Je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Donc, j'ai mis des vieux boulots parce que ça rassure parfois les newbies qui se sentent un peu pas ouf quand ils démarrent. Et on a tous démarré quelque part. Et c'est pas les pires, hein. Mais j'ai pas retrouvé les plus vieux boulots que j'avais fait en 3D. J'ai commencé ma carrière de freelancer en 2015, en mars, et j'ai eu un gros coup de bol. Mon premier boulot, c'était de faire du concept de miniature, en fait, pour un client. Et je lui ai dit, bah, je vais te faire aussi des illus gratos, voilà, je m'éclatais. C'était le début, pour moi, de Cycle, de l'utilisation de Cycle. Et ben, la fondation, je ne sais pas comment, j'ai reçu un mail, j'y croyais pas, ils ont voulu le mettre dans le splash, j'ai dit oui, évidemment. C'était, voilà, au bout de 2 mois de freelancing, avoir ce petit push, bah, ça aide, hein, forcément, et ça fait plaisir. Et ça donne un peu la confiance. Et donc aujourd'hui, ben, je fais des tutos. Donc il y en a qui sont plus ou moins connus. Donc ça, c'est les 2 derniers que j'ai fait. J'en ai fait ces 4-5 dernières années. Je suis devenu BFCT parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière de freelance, j'avais pour objectif de devenir formateur. C'était pas un rêve de gosse, mais plus un rêve d'ado, quoi. Je voulais être prof à un moment donné. Et la 3D, c'est un peu le truc qui m'a stimulé à un moment dans ma carrière. Pour rentrer chez CG Cookie, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui connaissent. Moi, j'ai commencé à apprendre la 3D là-bas. Et à l'époque, ils demandaient à être certifiés. Et ils ont changé après leur politique on va dire, de pigistes. Ils n'avaient plus que des internes en formateur, donc on a zappé ça. Et depuis, donc j'ai commencé à bosser sur le jeu Nohara en 2016 et aujourd'hui je suis directeur CG. Alors bon, c'est un grand terme, hein. En gros, je gère entre guillemets tout le pipeline de production visuelle qui est dans le jeu. Donc les environs, les persos, etc. C'est pas compliqué vu que je suis tout seul. Mais bon, maintenant on a une petite équipe et donc je m'occupe du recrutement, etc. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà en place. Donc j'ai attaqué début 2017. Et du coup, le talk que je vous amène, c'est essayer de comprendre la position de Blender en fait dans le pipeline de production pour le jeu vidéo. Donc savoir s'il est assis, debout ou couché. Blagounette, ce sera la seule, hein, je vous rassure. Et donc quand je suis arrivé là-bas, on m'a téléphoné en novembre 2016, on m'a dit donc un petit studio indé qui vous dit on fait un jeu, est-ce que tu veux bosser pour nous quand vous avez 2 ans de freelancing à faire de la vidéo médicale qui est pas franchement fun mais qui paye bien, ça fait pas rêver. Les studios indés, voilà, il y en a beaucoup qui vous appellent, c'est on n'a pas de sous, on a un projet. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on ne te paye pas pendant 2 ans et que peut-être sur les ventes, derrière, tu te gaffes parce que ça va cartonner? J'étais pas hyper chaud. Ils avaient un peu de budget, donc j'ai dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu les concepts dessinés, pas forcément les concepts de gameplay, parce que je suis pas forcément sensible à ce type de jeu. Et à l'époque, c'était encore assez flou. Mais les concepts visuels, je me suis dit, ouais, c'est assez excitant. Et puis au pire, c'est quelques mois de boulot. Et si ça le fait pas, on passe à autre chose, quoi. Donc je suis rentré là-bas pour le rig et l'animation. Les persos existaient déjà. Le truc, c'est que dans le pipeline qu'on a pour le rig et l'animation, il est tout droit, hein. On prend un OBJ ou quelle que soit la forme de personnage qu'on me livre, qu'il ait été fait dans Blender ou ailleurs, à l'arrivée c'est un tas de polygones, on le rig dans Blender, et vu qu'il n'y a pas d'interaction entre les personnages, contrairement
Assassin's Creed ou ce genre de truc où vous pouvez avoir une contrainte inverse kinématique. En gros, je vais choper un PNJ et quand il va bouger l'épaule, mes mains vont devoir être animées. Donc là, ça demande un développement de rig un peu particulier, des allers-retours. Nous, on s'en fout un peu, hein, j'anime mon perso, je mets l'anime et qu'il touche ou pas l'adversaire, ça n'a aucune importance. Ce serait du pixel, ce serait pareil, quoi. Donc là, les concepts les modèles pardon, que vous allez voir, ils ont été faits par Emmanuel Roulf à l'époque. Donc ma première animation, alors je sais pas si on peut lire les vidéos, ce serait pas mal. Bon, en gros, c'était juste pour vous montrer que la première anime était pas folle, quoi, hein, on va pas se mentir. Mais que on est... en tant que généraliste, j'ai fait un peu de tout. Pour des clients, j'ai fait de l'animation, mais la vidéo médicale, c'est pas ce qui requiert le plus haut niveau d'animation. Il faut que ce soit correct, pas beau, hein. Et le jeu vidéo, c'est plus un entre-deux, mais plus c'est beau, mieux c'est, on va dire. Et voilà, un premier rig, première animation. Les animations suivantes sont un peu meilleures, heureusement. C'était la slide suivante. Ça va, il y a la fibre, c'est bon, on est sauvé. On dirait le temps de compilation des shaders d'Henri là qu'on a vu juste avant. Ouais, on reviendra après dessus. Bon, en gros, c'était pour vous montrer que j'ai fait de l'anime pour le studio vraiment en tant que rigueur animateur pendant 1 an à peu près. Vraiment à temps plein, c'était ma fonction. J'avais évidemment des échanges avec les devs, etc. Et je commençais à mettre un peu mon nez dans l'organisation. Et faire du conseil, c'est une petite structure. On a tous mis un peu de sous dedans. Et on ne fait pas ça pour s'enrichir, en tout cas pas aujourd'hui, hein. Quand je sortirai, on espère gagner nos vies avec. Donc voilà. Ce que je vous disais, voilà, on passe en OBJ, on met ça dans Blender, je rig, j'exporte un SVX, ça rentre dans Unity, on ne peut pas éditer les animes, en gros on ne peut rien faire à part glisser 2 shaders, créer un contrôleur pour dire là tu cours, là tu meurs, là tu frappes, etc. Et après les devs se démerdent. C'était ça mon travail, j'avais pas grand chose de plus à faire. Donc la place de Blender, c'est voilà, mon logiciel de rig et d'animation préféré, donc c'est très bien. Il y avait 33 unités à faire, à peu près 18 animes par unité. Il fallait riguer et animer tous les modèles, évidemment. Rig et animation individuelle, on est plus sur une philosophie à la League of Legends ou Heroes of the Storm. Pas de remapping de personnages, c'est-à-dire un guerrier de base qui a une attaque de base qu'on va pouvoir dupliquer sur un autre type de guerrier pour limiter le temps de travail en animation qui est très long. Donc voilà, il y avait à peu près 594 animations à faire, donc j'ai compté grosso modo 350 jours de ouvrés. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. Donc moi j'étais bien, j'étais payé, j'avais 1 an et demi de boulot devant moi. Quand vous êtes freelance, c'est pas forcément tous les jours que ça arrive. Et en juillet 2018, donc 1 an après ça, on travaille sur le prototype, sur tout un tas de choses, on attaque le marketing. Donc le projet Nohara pour Atypic Studio, en fait, c'est un projet mass média. Le CEO, il a écrit un premier bouquin. Et l'idée, c'est au-delà du jeu vidéo, on travaille sur un jeu de plateau, on travaille sur des romans, on travaille sur des BD, éventuellement des films, hein, on verra. L'idée, c'est derrière d'avoir un plan mass média. Donc ça peut paraître très prétentieux maintenant, mais c'est quand vous démarrez qu'il faut avoir ce genre d'objectif et vous réduisez dans le temps par rapport au budget que vous avez, etc. Mais plus vous visez haut et moins bas vous retombez, on va dire, espérons. Donc il y avait le bouquin qui était en préparation et on avait un salon important. Donc ça, c'était en juillet qu'on a commencé à se prendre la tête là-dessus. On avait, via des contacts et à force de mettre des pieds dans les portes, la possibilité d'avoir un stand bien placé à la PGW. Donc la Paris Games Week, c'est, je pense, le plus gros salon de jeux vidéo français annuel. Et on avait investi, on avait fait faire un stand sur mesure, donc c'est, je peux vous le dire, hein, c'est 15 000 €, sachant qu'on a eu un prix, et 15 000 € pour un studio indépendant, ça fait mal. Donc il fallait, vu qu'on avait mis de l'argent là-dedans, qu'on avait la sortie du bouquin quelques semaines après, on s'est dit on va faire un teaser. On avait 3 mois pour le faire, donc on s'est dit est-ce qu'on passe par des fermes de rendu. Alors quand je dis on, c'était moi en fait, parce que j'étais le
seul à bosser dessus. Après, j'avais le concept artiste qui a évidemment préparé quelques planches, etc. Mais tout ce qui est modé, rendu, compositing, FX et compagnie, je devais m'en occuper. Donc mes fermes de rendu, ça marche bien. Un des derniers projets où je suis passé par une ferme de rendu, sur 15 000 euros de budget, il y avait 7 000 euros de budget de ferme de rendu. Donc ça pique. Alors c'était un projet bien particulier en 4K, mais voilà, ce que j'espère, je pourrais vous montrer, je pense qu'on aurait été à 2-3 000 euros de budget pour calculer ça. Et le problème, c'est que quand vous calculez dans Cycles, on vous sort des images. Si la DA derrière vous dit « Ah, j'aimerais bien changer la couleur », c'est reparti, on met 500 balles pour calculer la séquence. Donc 2064 frames, 15 minutes, c'était les bons jours, avec 2 Titan X, ok. On était plus entre 15 et 30 minutes par frame, donc ça fait 22 jours de calcul sur un ordinateur perso. C'est-à-dire on exclut l'idée d'utiliser une ferme de rendu, et je fais fumer mon ordi pendant 22 jours complets, hein, donc plein d'heures, donc c'est 40 et quelques nuits, quoi. Quand vous avez 3 mois, ça veut dire qu'il faut être prêt très en avance, hein, parce qu'être prêt une semaine avant et lancer les calculs, c'est un peu problématique. Seulement, il y a un gars qui a fait parler de lui début 2018, c'est Clément Foucault, qui a commencé à faire dans l'Unreal Engine des rendus qui étaient plutôt tape à l'œil, et qui s'est dit, je vais reproduire ce process-là dans Blender. Donc on avait les premiers rendus PBR dans Blender via une branche qu'il avait créée et qui est devenue plus tard Eevee. Okay, donc j'ai dit au patron, on va utiliser Eevee. On va faire le teaser sur Eevee. Donc c'était juillet 2018. J'ai attaqué la prod en août 2018. Eevee était en alpha. Il était ultra instable. Des fois, le fait de dupliquer un cube, hein, sans déconner, ça faisait cracher Blender et ça détruisait votre fichier, quoi. Plus possibilité de l'ouvrir et tout, c'était assez incroyable. Aucune expérience, j'avais jamais utilisé de shader de jeux vidéo PBR. On dit que c'est identique à Cycles, etc. Oui et non. Dans l'aperçu qu'on peut avoir, oui. Dans la façon de les utiliser, non. Parce qu'il y a différentes classes de shaders. Dès que vous voulez amener de la transparence ou des choses comme ça, c'est différent. La lumière réagit plus de façon intelligible, on va dire. Il faut tricher. Il faut beaucoup tricher avec ce genre de choses. Par contre, c'est 45 secondes par frame au lieu de 15 à 20 minutes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, en un jour plein pot de calcul, toutes les séquences de 2 minutes de vidéo pouvaient être calculées, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, c'était d'y aller au gaufre un peu, de vous épater tous, parce que quand vous faites du jeu, quand vous faites n'importe quoi, de toute façon, il faut se vendre. Et donc il faut impacter les gens, hein, on va dire. Je pense pas qu'on aura le meilleur jeu du monde, mais si on a été suffisamment bon communicant, peut-être qu'on vendra un peu plus de copies que des gens qui sont restés enfermés dans un garage, qui ont fait un meilleur jeu, mais qui n'ont pas impacté une communauté. Moi, la seule communauté que j'ai, façon de parler, hein, c'est la communauté Blender. Et donc j'étais là, on veut le sortir pour la Paris Games Week, qui tombait un jour après le début de la Blender conférence. Donc j'ai dit au patron, il faut qu'on soit prêt. Je la présente à la Blender conférence. Et on éclate tout le monde avec Eevee qui est en alpha. On dit, voilà, on a fait un teaser qui, espérons-le, a plus ou moins de gueule. Donc le pipeline, il est assez basique. Donc il y a le concept art qui est fait par notre concept artist. Je vous montrerai quelques planches après. On passe dans ZBrush, donc je vous expliquerai pourquoi après je choisis plutôt ZBrush que Blender. Ça rentre dans Blender, topologie, baking, ok. Éventuellement de la modélisation supplémentaire, je suis plus à l'aise à modéliser dans Blender, parce que en tant que généraliste, j'ai fait beaucoup de modés, et que Blender pour la modé, pour moi, ça reste un des meilleurs logiciels du monde, un des plus pratiques, plus rapides, etc. Plutôt que d'apprendre à faire du polymodeling dans ZBrush. Donc voilà, ça c'est quelques sculptes d'un des personnages qu'il y a dans le teaser, donc c'est des rendus de ZBrush direct que j'ai fait pendant mes vacances au mois d'août dans ma belle famille. C'était cool. Donc c'était pas prévu qu'on le voit lui en fait dans le teaser, mais bon, j'arrivais à gratter de temps en temps une matinée ou quoi pour bosser dessus et ça m'a permis de faire ça. Ça c'était un concept très rapide de notre concept artiste. Le crabe, en fait, dans le teaser, il sert juste de rapport d'échelle. Parce que
Vous faites un caillou avec un travelling, vous verrez. Bon, est-ce que c'est une montagne ou est-ce que c'est un pauvre caillou? Bon, je sais sculpter des cailloux, mais voilà, si vous ne mettez pas un arbre à côté de la montagne, on peut se dire que c'est un caillou pointu, ou si vous n'avez pas d'effet atmosphérique, c'est difficile à vendre. Donc lui, il était juste là pour ça. Donc, Sculpt ZBrush, concept d'environnement, donc c'est des espèces d'extrusions volcaniques de cristaux. On sculpte tout ça, une espèce de planétarium, la salle du planétarium, les fameux, comment ça s'appelle, le fameux planétarium mais en vue zoomée, quoi, et la salle du trône. Donc les formes hexagonales, c'est voulu, ça reprend un peu le motif, enfin le pattern qu'il y a sur la chaussée des géants en Irlande du Nord, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, c'est des manifestations géologiques, souvent dans des zones volcaniques où la pierre s'extrude comme ça du sol. Je ne sais par quel moyen, mais c'est assez fascinant, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, tout est baké dans Blender, UV et compagnie. On passe dans Substance Painter, Photoshop. Photoshop, c'est pour les retouches d'UV, normal map. Un baking parfait, ça n'existe pas, sauf si vous bakez une sphère. Il y a toujours moyen qu'il y ait un petit star à corriger. Donc je trouve Photoshop plus pratique. Aujourd'hui, je passe par Blender. Notamment, à l'époque, je trouvais que la réactivité du texture painting dans Blender était pas ouf. Donc je préfère utiliser Photoshop. Mais peindre sur un modèle 3D pour corriger des UV, c'est carrément plus intuitif, quoi. Donc, et maintenant, Blender encaisse très bien du 4K, du 8K, ça lag pas. Donc voilà. On renvoie dans Blender. Petit coup de Photoshop, donc là, phase de conception 3D pour faire valider à la team. Donc le fameux perso du crabe. Donc là, c'est rendu Cycles, hein, mais sur du PBR standard, vous n'avez pas trop de différence avec Eevee. Ce qui va jouer, c'est votre éclairage environnemental. Et voilà, c'est l'éclairage. Eevee, vraiment, la prise de tête, c'est l'éclairage et tout ce qui. Enfin, comment vous allez tricher pour faire la même chose que dans Cycle. Le roi, voilà, qui est content, il va mettre une grosse patate. Concept d'environnement, donc un des fameux cristaux, voilà, donc ça aussi rendu dans Cycle. Et donc une fois que tout le monde est content, on repasse dans Blender et là on switch sur Eevee. Alors j'ai pas spécialement de slide à vous montrer là-dessus, ça a été une galère. En général tout ce genre de trucs, j'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous, tout ça, mais où j'ai fait beaucoup de making of en fait, à des moments un peu clés du dev de tout le jeu, etc. Et il y a notamment un making of du teaser. Et une fois que j'ai fait mes rendus dans Eevee, je fais compositing et une passe de FX dans After Effects. Des allers-retours dans Blender, je ne sais pas pourquoi, pour faire des corrections sûrement, et ensuite on revalide, et là normalement on voit, donc 3 jours avant la PGW on était prêt, ce qui est bien. Donc le son a été enregistré à côté, et du coup j'ai pu le présenter en flash talk à la Blender conférence. J'ai pas pu préparer un talk, puis j'aurais jamais été prêt, même si on avait été prêt un mois avant, j'étais complètement flippé. Mais bon, voilà, on était prêt. Et donc We have lived on these sandy shores for 1,000 years. We are the people of the dunes, adventurers of the high seas, exceptional anglers and wrestlers. We are the Krach clan, and none dares take up arms against us. Other peoples may slaughter one another, but that is of no consequence to us. Our destiny is far, far distant from the lands of Noir. We have spent a millennium in relative peace, engaged in the contemplation of the stars, the blowing of glass, and the exploration of uncharted lands. I am Akuyandi, king of the Krach clan, and it fell to me to uphold this fragile peace. But now, those cowards have killed my son. Abonnez-vous.
Donc, j'ai reçu à peu près le même accueil à la conférence, quoi, hein. Les gens étaient assez emballés. J'ai pu rencontrer Clément Foucault. Bon, de toute façon, dans les conférences, on se fait souvent une idée fausse des gens, hein, même si c'est des putains de génies et qui font des trucs de dingue, ils sont hyper accessibles. Même Ton Rosendal, je lui tournais autour sans oser à lui parler, et puis à un moment, c'est lui qui m'a regardé en disant, qu'est-ce que tu veux, quoi? Bah ouais, j'ai fait ça et tout. Il me fait, bah, va voir Clément. Et voilà, ça s'est fait tout bêtement. Donc, un autre petit conseil, si que vous soyez nouveau ou pas, parlez entre vous, hein. C'était pas facile à midi, mais avec le vin, ça a un peu détendu l'atmosphère. Et voilà, Christian, il m'a contacté comme ça, et je suis là. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, hein. Il faut avoir un peu de culot, surtout quand on a tous la même passion, ça se passe toujours bien. Les environnements, maintenant dans le jeu. Donc là, c'était la partie marketing, le livre est sorti, on n'a pas vendu des tonnes, mais on a un bouquin, donc c'est déjà cool. Et le jeu est pas encore prêt, mais j'y reviendrai après. Donc pour la création des assets environnementaux pour le jeu, donc pour faire simple, c'est un tactical MOBA, donc c'est en vue top-down, comme un Warcraft, un League of Legends et un Heroes of the Storm. Est-ce qu'on part sur un workflow flexible, c'est-à-dire comme des Lego, je fais des murs, des briques, des arbres, et puis je crée mes maps au fur et à mesure, ou est-ce qu'on est sur du custom à la League of Legends ou Heroes of the Storm? Alors Heroes of the Storm, ils ont un peu, entre guillemets, les fesses entre deux chaises là-dessus, mais ça reste que la plupart des assets qui sont faits, ils sont uniques, et pour la map. Dans League of Legends, c'est quasiment toute la map qui est peinte à la main, et chaque élément est fait sur mesure parce qu'il doit être là, sous tel angle de vue, etc. Donc un boulot de dingue. Après, on ne s'étonne pas qu'ils soient aussi nombreux chez Riot pour faire un jeu à l'époque. L'angle de vue est important à prendre en compte. À l'occasion, donc tout le monde doit connaître Blender Guru, je pense. Allez voir l'interview de Orb, Michael Vincent, donc Michael Vicente, je pense, qui est franco-portugais, qui bosse chez Blizzard. Pour moi, c'est la ref en environnement art, et tout ce qui, si jamais vous vous intéressez à ça, tout ce qu'il dit, il faut l'appliquer, hein. C'est vraiment, le mec, c'est un tueur. Il n'aura jamais tort, quoi, hein. Donc il faut prendre en compte la position de la caméra et comment on fait le terrain. Okay. Donc le pipeline est quasi identique à la production de la vidéo que vous avez vue. Il y a des petites variantes. Concept, je sculpte dans ZBrush, je fais des allers-retours dans Blender, je balance dans Substance Painter, j'ai la validation, et je balance dans Unity. Donc le sculpte dans ZBrush, des cailloux, j'ai fait des tonnes de cailloux. Je pense que si ma compagne témoignait, je pense qu'elle doit se souvenir de ma face caillou. Je caressais les pierres et tout, c'était n'importe quoi. Donc après, pour les éléments d'enviro, en général, j'applique surtout de la pierre, des trucs comme ça qui sont très random. J'applique un gros decimate et pof, ma topologie elle est faite. Après, je nettoie les trucs qui traînent. Je fais les UV, baking dans Blender, parce que j'aime bien utiliser les cages, et dans Blender, je peux maîtriser ma cage de baking. Si ce n'est pas des notions qui vous parlent, allez sur ma chaîne YouTube. Et donc, on crée un lot d'assets. Donc là, c'est quelques arbres avec des canopées que vous pouvez voir ici. Et l'idée, c'est que vous créez ce qu'on appelle des préfabs dans Unity. Il doit y avoir un truc comparable dans Unreal Engine, je pense. Mais en gros, je prends un tronc, des branches et une canopée. J'assemble tout ça et je dis c'est l'arbre numéro 1. Je fais une variante, arbre numéro 2. Et après, dans Unity, je plante les arbres où je veux, où je les positionne un par un à la main. C'est plus notre délire. Donc voilà, le souci, c'était le pipeline de validation. Ça prend du temps de faire ça dans Unity, c'est-à-dire que vous créez un asset d'arbre, un deuxième, etc. Donc vous faites 2 arbres par jour à peu près, il vous faut 5-6 arbres, vous faites 3 cailloux par jour, et il vous en faut un paquet des cailloux. Et après, il faut assembler tout ça, et si ça ne va pas, ça ne fait pas plaisir. Parce que intégrer tout ça dans Unity, ça prend du temps. Il faut créer des matériaux, c'est comme dans Blender, mais c'est moins flexible. Blender, il est dédié à ça, à créer de la visualisation, à créer de l'image, à créer des matériaux. Il y a tout un tas de raccourcis clavier. Dans Unity, il n'y a pas de raccourcis clavier.
Unity, c'est un moteur de jeu, donc vous avez des outils très rudimentaires pour créer vos scènes, et après, c'est les mecs qui codent qui se font plaisir. Et dans les grosses boîtes, ils codent leurs outils, en fait. J'imagine que le jour où on sera riche et qu'on aura plein de devs, j'aurai peut-être un outil dans Unity ou un moteur dédié à la création d'environnements, et là, je pourrais vraiment, à la volée, créer des environnements super complexes. Je crois que c'est l'éditeur de Dota 2 qui m'avait un peu choqué il y a quelques mois, j'avais vu ça, où vous extrudez du terrain, il va vous mettre la bonne texture d'extrusion sur la façade, et puis il va faire pousser l'herbe dans le bon sens, etc., en fonction de ça. Donc c'était pas une bonne idée. Donc on s'est dit, tout le pipeline de validation, ça va être Blender. Donc ça, c'est des compos que j'ai fait vite fait dans Blender avec Eevee. Ça permettait de faire ce qu'on appelle des beauty corners. En gros, vous posez vos assets sans avoir une idée particulière de quel pourrait être le gameplay par rapport à ça, mais juste pour avoir une vision esthétique d'une zone de la map. Et ça permettait de tester notamment, alors je sais pas si on voit très bien, oula non on voit que dalle. Vous pouvez baisser la lumière si c'est gérable. Je pense que je sais que je suis très séduisant, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Ouais, merci, super. Je vais aller sur la frame précédente. Ce que vous voyez là, par exemple, le terrain blending ici. Donc j'ai 2 ou 3 textures répétables. Donc typiquement ce qu'a fait, ce que vous a montré Henri avant, on le convertit en une texture en 1024 par 1024 qui va se répéter. Et après, en utilisant la map en noir et blanc qu'il a créée, je vais pouvoir dire à Blender ou Unity, elle a telle ou telle profondeur cette texture. Du coup, quand j'ai peint du gravier par-dessus mes cailloux, il va d'abord remplir les trous et après venir se mettre sur les surfaces les plus hautes. Et il y a typiquement ce genre de truc, hein, ça a l'air fou comme ça, mais ça l'est pas du tout, hein, c'est assez con à mettre en place dans Blender. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, qui est pas trop mal. Donc voilà, ça permet de créer en fait des nuances de terrain complexes très rapidement, avec 3-4 textures tileable. Donc on les a pas fait de façon procédurale, je les ai toutes sculptées à la main, et après j'ai utilisé Substance Painter. Mais voilà, une fois qu'on a validé ça et que la partie game design est faite, ça, moi je m'en occupe pas, ça m'intéresse pas, mais en gros on me file une grille avec là tu peux marcher, là tu peux pas marcher, et quand je peux pas marcher à un endroit, je mets un arbre. Comme ça je suis sûr que le mec passera pas. Ou je mets une montagne, etc. Par rapport à l'angle de caméra. Donc ça c'est la map qu'on avait fait pour la PGW 2019, donc c'est vraiment une map temporaire, mais vous avez une idée de ce que ça peut donner d'assembler toutes ces choses-là après dans Unity. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. Mais ce que je vais vous montrer là, et on va retrouver ça dans le caractère design aussi, c'est que à chaque fois Blender il occupe une place centrale, et en fait c'est un hub, Blender, dans cette collection d'outils en fait. Tout à un moment donné repasse par Blender avant que ce soit livré. Unity, c'est votre porte de sortie, mais en gros, c'est digéré par Blender, et je ne fais dans Unity que reproduire ce que j'ai créé dans Blender. Tout à l'heure, Henri disait qu'il faisait ses concepts, entre guillemets, de shader dans Unity. Alors moi, c'est pareil, hein. Je l'ai fait d'abord dans Blender, et après, avec le système nodal de Unity, je reproduis ce que j'ai fait dans Blender. Et quand je ne connais pas le nom d'un node, je vais voir un tuto sur YouTube. Genre le mix s'appelle l'ERP, donc c'est un nom bizarre, hein. Quand on n'a pas vu de tuto, c'est peut-être un nom commun dans les moteurs de jeu, mais je ne le connaissais pas. Donc caractère design, le problème c'est que ça a pris un coup de vieux tout ce qu'on a fait. Qu'on a fait un teaser qui était plutôt pas dégueu, que les environnements commençaient à être pas mal, mais que les personnages ils avaient pris un coup de vieux, les animes ont pris un sale coup de vieux. Et donc, il y a un vieillissement, et du coup, il y a aussi un manque d'identité. C'est que tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là, on n'avait jamais mis les mains dans le jeu vidéo. Le CEO, il était peintre sur yacht, il a tout abandonné pour faire ça. Donc ça ne met pas trop la confiance, hein, quand je vous disais qu'un mec vous appelle « Et tu fais quoi dans la vie ?» « Je peins des yachts. » Ok. Et il a été pro gamer et tout, et c'est un mec brillant, il me paye, donc il faut que je dise des trucs sympas sur lui quand même. Le concept artist c'était un junior, la nana qui a fait les persos, elle sortait de l'école, ou je crois même qu'elle était encore à l'école.
Et moi, j'avais jamais fait de jeu vidéo. J'avais modélisé, riggé, animé et tout, mais pas dans ces conditions particulières. Donc, pipeline identique, concept, ZBrush, Blender, blablabla, qu'on a déjà vu. Donc, les nouveaux concept art, donc par Alexandre Reynaud, c'est le mec, il a 23 ou 24 ans, ça fait 3 ans qu'il dessine, ça fait mal. Bon, il a pas dit, il fait que ça, c'est sa passion, Et là, c'est Anthony, c'est un junior qu'on a depuis le mois d'août, qui est pareil quand je vous disais qu'il faut y aller au gaufre. Il est venu nous saouler sur les salons pour qu'on travaille avec lui, enfin pour qu'il travaille pour nous en fait, sachant qu'on n'avait pas de budget, on n'avait pas prévu de recruter un gars. Il a appris un des concepts parce qu'on essaye de partager au maximum notre travail dans la mesure du possible pour se faire connaître, c'est comme ça. Et il a refait le perso et tout, il est revenu à la charge et on a fini par le prendre en stage de mois et maintenant il fait partie de la team et il est bien énervé le mec. Il a une bonne mentalité, pareil, il a 24 ans, il sort de l'école et il s'est mis à la 3D il y a 3 ans, donc c'est assez bluffant quoi. Donc voilà, ça c'est un autre concept. Celui-là, c'est moi qui l'avais sculpté il y a quelques mois. Donc concept, ZBrush, Blender et Topo, donc topologie là à la main parce qu'il faut que ça se déforme correctement. On passe dans Substance, Photoshop, etc. Le problème c'est que la validation dans Blender là ça va moins le faire parce que dans Unity on utilise un specular setup. Donc par défaut le shader de Blender il utilise le canal metalness. Pour faire simple, il dit à une matière si elle est métallique ou non. Et ça va influencer la façon que la couleur et la lumière a d'agir avec cet objet-là. Dans les jeux vidéo, vous avez la possibilité d'utiliser ce type de shader-là. On a choisi le spéculaire parce qu'en fait, il offre plus de possibilités. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc on s'est dit, vu qu'on crée ces maps avec le workflow spéculaire dans Substance, on peut valider directement dans Substance. Le truc, c'est que donc Substance Painter, qui sert à peindre, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui sert à peindre les textures en fait. Le problème, c'est que l'aperçu dans Substance, il n'est pas fou. Franchement, la résolution est limitée. Je pense que c'est pour des questions de réactivité, pour pas que votre carte graphique elle explose dès que vous mettez un coup de pinceau. Quand vous bossez entre pro, entre guillemets, quand je bosse avec donc notre caractère artiste qui monte son résultat Substance Painter, je sais lui dire si ça va ou si ça va pas. Quand je dois montrer mon travail derrière au patron, même s'il a une grande sensibilité à tous les outils qu'on utilise, je suis là pour lui vendre un truc. À partir du moment où vous travaillez dans des équipes qui sont splittées, vous devez séduire l'équipe d'à côté. Si vous faites un rig et que le dev vous dit ton rig il marchera pas, c'est pourri, faut le convaincre. Et à un moment donné, le convaincre, c'est le séduire en lui disant ouais mais je peux faire des animes de dingue par exemple avec ce rig-là, donc trouve-moi une solution. C'est un peu pareil. Lui montrer des captures d'écran Substance, ça fait pas rêver. Donc pas possible. C'est une approximation, le rendu est pourri quoi. Donc l'idée c'était le principal BSDF donc qui a cette propriété métallique, c'était de le reproduire dans Blender. Alors là, s'il y a des gens parmi vous qui font du shader un peu énervé dans Blender, vous allez me détester. Je fais un truc hyper approximatif, mais franchement, ça passe. On voit pas la différence. En gros, de Substance Blender à Unity, j'ai pas vraiment de différence de rendu, pas de différence de couleur, etc. L'intérêt de la spéculaire, c'est qu'elle permet de faire ce genre de choses. Donc un scarabée n'est pas en métal, sauf un scarabée en métal, mais c'est assez rare. Et pourtant, la surface de son corps va altérer la façon qu'il a de renvoyer la lumière. Comme quand vous regardez un CD-ROM n'est pas en métal. Seulement, il se passe plein de trucs à micro-échelle qui fait que la couleur varie. Or, avec le Principal BSDF, en n'ayant que ces inputs-là, évidemment qu'on peut éventuellement avoir des reflets de couleur en faisant des sacs de nœuds comme Henri. Mais moi, je passe dans un moteur de jeu. Le moteur de jeu, je lui donne que 4 informations à digérer et il me laisse pas trop, il me laisse pas la main plus que ça. Comment je peux faire? On passe par la spéculaire. L'intérêt de la spéculaire, c'est que non seulement vous avez une valeur d'intensité des reflets de votre objet, ce qui renvoie plus ou moins la lumière, mais aussi la teinte. Vous pouvez teinter les reflets.
Et la différence entre de l'or et du TOC, c'est que quand vous regardez de l'or, vous savez tout de suite que c'est pas du TOC parce que la lumière devient jaune. Les objets métalliques, en fait, ils vont altérer la lumière et transmettre la couleur. Un cuivre va donner une couleur rousse à la lumière, alors qu'un bout de plastique couleur cuivre va avoir des reflets blancs. Et c'est là que vous allez vous dire, ouais, c'est un bout de plastique couleur cuivre, c'est pas du cuivre, sans le toucher, sans essayer de mettre un coup d'électricité dessus, quoi. Donc l'intérêt, c'est que un objet soit métallique ou pas, je m'en fous. Si ma spéculaire elle est en couleur, je vais pouvoir avoir des reflets comme ça. Et ça, au début, la vérité, c'est que le dev a dit on utilise Speculaire Workflow. J'ai fait OK, moi j'arrive, j'ai jamais utilisé Unity. Et puis après, on a débunké quelques modèles de Heroes of the Storm. Et il y a un perso scarabée qui a des reflets comme ça sur le dos. Je fais putain, comment ils ont fait ça et tout. Et je mets la spéculaire, c'était juste un arc-en-ciel en fait. Et j'ai fait, ouais, ça c'est malin. Donc voilà. Donc le seul but en fait, c'est de, vu que et la teinte et la valeur de la couleur sont importants, il faut pouvoir les séparer à un moment donné pour que ce soit utilisable dans Blender. Vu que dans Blender, on va pas pouvoir planter dans le glossy BSDF la teinte et la valeur va réduire la luminosité, donc je veux l'utiliser pour mixer. Par contre, j'aimerais utiliser la teinte pour modifier la couleur de mon reflet. Et donc en gros, je prends la valeur, je divise 1 par cette valeur et je remultiplie par la valeur, ça fait 1. Vous pouvez, c'est ce truc-là, je ne vais pas m'étaler dessus, mais en gros, la valeur est passée à 1, ce qui fait que j'ai une teinte pure, un peu comme l'albédo. Donc la pure diffuse qu'a montré Henri juste avant, c'était bien que tu passes juste avant. Il a montré sa color map sur ses briques. C'était très plat, il y avait juste du orange et un gris, mais il n'y avait pas d'information d'ombre et de lumière, vraiment. Il y avait une valeur constante. L'idée, c'est de passer ça dans Blender et après de l'utiliser pour mixer avec un glossy. Et donc là, normalement, j'ai de la vidéo que je dois pouvoir retrouver sur mon Vimeo. Ouais, c'est bon. Mais bref, ça c'est des rendus dans Eevee, quoi. Bon, je peux pas vous montrer l'équivalent dans Unity, mais franchement, c'est kiff-kiff, quoi. Je voulais vous montrer un autre perso que je suis bête, en fait, parce que tout est sur mon ArtStation. On va faire comme ça, désolé, encore une fois. Problème technique. Abonnez-vous sur ArtStation. C'était le plan marketing, c'était prévu en fait que ça marche pas. Voilà, c'est lui. Hop là. Donc c'est le sculpte que vous avez vu. Donc le painting de base avait été fait par Anthony, j'ai refait une petite passe et après il y a les animations. Donc ils sont un peu mieux que les premières animes que j'ai pu faire. Donc l'intérêt, déjà, c'est de faire des micro-vidéos comme ça. Sur Twitter, ça marche bien. D'ailleurs, si jamais vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre vos trucs, faites des vidéos de moins d'1 minute. Une image, c'est bien. Une vidéo, c'est genre x10 ou x90, je sais plus. Enfin, les chiffres, ils sont dingues. Faut pas rêver. Hein. De toute façon, il faut en passer par là si vous voulez vous en sortir, quelle que soit l'activité que vous avez. Ok. Alors, caractère rigging et animation. Alors, on repart dessus parce que, entre-temps, j'ai légèrement progressé. Mais en gros, il y a eu du progrès, on a tous progressé entre-temps, et moi notamment beaucoup en rigging et en animation. Et je me suis posé la question de savoir si Maya serait plus pertinent. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé ne travaillaient pas dans Blender, et quand vous cherchez à recruter des animateurs, c'est une galère. Des animateurs sur Blender, ça court pas les rues.
Maya est clairement beaucoup plus puissant que Blender pour le rigging et l'animation aujourd'hui. Maintenant, franchement, quand vous faites du jeu vidéo, même à assez haut niveau, Blender est largement suffisant. Le niveau de qualité que vous aurez dans Blender suffit largement. Si vous faites des films ou des choses comme ça, là, ça peut se discuter, même si la Fondation tend à prouver le contraire tous les ans. Ça reste une réalité sur le marché. Le workflow, vous l'avez vu, il était super basique. Donc là, normalement, je devais vous montrer une présentation de rigging, en fait. Alors, c'est un problème dans les moteurs de jeu. Il y a un workaround, enfin une façon de tricher. Les moteurs de jeu n'aiment pas trop quand on scale les bones d'une armature. Mais vu qu'on voulait je voulais des animations à la League of Legends, si vous voulez passer frame par frame, ou Smith, Heroes of the Storm un peu moins, ils font des stretching de dingue. Des fois, les jambes des persos, elles quadruplent de longueur pour que vous ayez, quand le gars saute, en fait, il est en l'air, il va atterrir, mais ses jambes sont déjà au sol et vous avez cette espèce d'impact et de lecture de la courbe de mouvement qui est vraiment top. Et moi, ça, j'adore, quoi. Animer de façon réaliste, je trouve ça chiant. Et il y a plein de gens, peut-être parmi vous, qui font de la motion capture et qui iront beaucoup plus vite que moi et seront plus précis. C'est pas le but. On cherche à créer une véritable identité visuelle dans le jeu, que ce soit sur l'environ, les persos, mais aussi l'animation. Et donc, vous avez compris que j'ai fait un petit peu de tout sur le jeu. Je m'oriente quand même beaucoup plus vers le rig et l'animation aujourd'hui. Si je devais ne faire plus qu'une chose dans ma vie, dans la 3D, ce serait ça, je pense. Même si j'ai toujours envie de faire les autres choses. Donc en gros, je la fais courte pour éventuellement les techos qui pourrait y avoir là et qui comprendraient. Mais ce que j'ai fait pour pouvoir avoir du stretching dans Unity, dans Unreal Engine ou quoi que ce soit, j'ai mon armature de déformation et en fait j'ai par-dessus une armature secondaire qui est exactement la même. Et l'armature de déformation, en fait, tous les bones, il n'y a aucune relation parent-enfant entre les bones, en fait. Ils flottent tous dans le vide. Et ils sont juste parentés au root bone, histoire que ça ne parte pas en sucette. Et en fait, c'est l'armature secondaire, il y a un copy transform sur tous les bones de déformation. Ce qui fait que chaque bone, en fait, quand vous regardez mon arborescence de rig dans Unity, il n'y en a pas, en fait. Ils sont classés par ordre alphabétique. Il n'y a pas la tête est accrochée au torse, est accrochée au ventre, etc. Parce que le problème, c'est que quand vous faites une anime dans Blender, ou par exemple, j'ai avoir du stretch sur l'abdomen, quand je vais l'importer dans Unity, il va prendre tous les enfants dans la chaîne et il va appliquer le stretching, même si dans Blender, il n'y était pas, parce que j'ai isolé le scaling, par exemple. Et du coup, votre perso va se déformer n'importe comment. Et là, le fait de traiter les bones comme des objets libres les uns des autres dans l'espace, ça permet d'utiliser ça dans Unity. Évidemment, j'ai fait un tuto là-dessus. Et donc, alors juste, bon, on approche de la fin. Je voulais juste finir là-dessus parce que c'est important pour moi dans les deux sens, parce que j'arrive pas à passer là. Ah, ça c'est pas bon. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin des dernières frames, c'est juste deux logos et voilà. Pourquoi on utilise ZBrush ou pourquoi je comparerais ZBrush à Blender et pourquoi en fait ZBrush est plus puissant que Blender pour la sculpture. Blender aujourd'hui avec la nouvelle branche qui va arriver, ça va être un truc de dingue, mais ZBrush sera toujours plus puissant parce qu'il est développé que pour sculpter. Blender c'est tout faire. On pourrait utiliser Blender honnêtement pour faire nos persos, pour faire tout ce qu'on fait dans le jeu par rapport au niveau de résolution qu'on utilise, etc. Ce serait largement suffisant. Mais de manière générale, dans l'industrie, ZBrush, par exemple, si demain vous voulez travailler sur Godzilla, dans Blender, ça ne va pas être possible. J'en ai parlé avec Henning qui a bossé sur les kaiju de Pacific Rim. C'est le gars qui tient un flip normal, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. C'était genre une main faisait 14 millions de polygones, quoi. C'était un truc de malade, quoi. Il passait des fois une semaine juste à sculpter les rides sur un poignet. On peut pas faire ça dans Blender. ZBrush gère la 3D d'une façon particulière qui fait qu'il peut gérer ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser ZBrush dans notre cas. C'est qu'on se prend pas la tête avec ces histoires de résolution. Est-ce que Blender pourrait le faire? Oui, je reviens sur
quand on a eu les exemples des allumettes tout à l'heure, Blender, franchement, il déchire en sculpture, mais ZBrush est un peu meilleur. Et quand on voit le travail de Pablo, il essaye de reprendre la plupart des concepts qu'il y a dans ZBrush et les amener dans Blender, et il amène en plus des nouveaux trucs qui sont assez énervés. Substance Painter, pareil, on pourrait faire tout le texturing dans Blender. Franchement, c'est pas ouf. Déjà, Blender, il rame grave quand vous essayez de faire de la peinture en PBR. Sans oublier tous les outils dédiés qu'il y a dans Substance Painter. Vous créez des calques, c'est déjà plus intuitif si vous êtes des anciens utilisateurs de Photoshop ou de logiciels dans ce délire-là. Mais en plus, il y a plein de brosses procédurales de dingue. Nous, on les utilise pas parce qu'on a un workflow très hand-painted à l'ancienne, hein, c'est ce qu'on veut. Mais malgré tout, il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide. Il est non destructif dans la peinture. Blender pourrait l'être aussi. Mais rien que le fait d'établir un masque dans Blender, il faut créer une nouvelle texture, la sauvegarder, créer un node, machin, la brancher, créer un masque pour interagir entre les deux. Il y a un moment où vous allez avoir un tas de textures, et en plus, je crois que c'est 36 la limite dans Evil, le nombre de nodes textures que tu peux utiliser, je sais plus. Mais ouais, un truc comme ça, c'est peu. Quand vous devez gérer, influencer une normal map, une spéculaire, une roughness et une diffuse, il vous faut au moins 4 ou 5, plus une émissive, 5 canaux pour une couleur. Donc vous pouvez peindre votre perso avec 7 couleurs, wow, et vous ne pouvez plus rien faire. Parce que vous ne pouvez même plus utiliser de masque en fait. Donc c'est pas viable aujourd'hui. Et je pense que ça ne le sera jamais. Il y a Andrea Cezo, un développeur allemand je crois, qui a fait plein de trucs, des add-ons de ouf. Il a fait un B-Painter pour Blender qui est franchement épatant, qui marche super bien. C'est bien, je pense, pour expérimenter et tout. Est-ce que j'utiliserai en prod? Sûrement pas. Une licence Substance, c'est 200 balles par an. Quand vous bossez comme ça, si je gagne une journée dans la semaine, c'est remboursé. Voilà. Pareil pour quand tu parlais d'utiliser Substance Designer et pas Blender, c'est le même délire, quoi. Écoute, en plus, c'est un package, mais il va tellement plus vite que le temps que vous allez perdre dans Blender, c'est de l'argent que vous perdez, quoi, quand vous êtes payé à la journée. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des logiciels propriétaires. Par contre, l'intérêt, c'est pour moi, Blender, parce que je fais beaucoup de formations encore, l'intérêt éducatif, il est énorme, et la sensibilisation aux outils qu'on utilise dans l'industrie, il est énorme. Donc je finissais sur la dernière slide, on disait qu'il était open source et qu'il fallait être ouvert d'esprit à les utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont désagréables avec la communauté Maya, la communauté ZBrush, 3ds Max, ça se charrie beaucoup, des fois plus ou moins gentiment, des fois plus ou moins intelligemment. Je pense qu'il y a beaucoup à tirer de tous ces gens-là. J'ai eu la chance de bosser avec Richard Lico récemment, qui était lead chez Bungie sur Halo 3, Destiny 1 et 2, et de lui parler, de machin, un truc de ouf. C'était ma victoire du mois. Et c'est un mec, en fait, il vendait un cours sur Maya, et je me suis dit, bon, est-ce que je passe à Maya pour apprendre de lui, parce que c'est un tueur. Et en fait, on a réussi à répliquer ces concepts dans Blender. On est en train d'essayer de scripter ça. Je code pas, hein. J'ai un pote qui fait ça, pour essayer d'amener des systèmes d'animation très intelligents. Et bon, on n'a pas le temps d'en parler là, mais space switching, éventuellement, pour ceux que ça pourrait toucher, passer du coordonnées locales à coordonnées globales sans modifier votre rig à la volée, c'est une tuerie. Donc voilà, et puis là, il y avait un écran merci. Et qui pose une question en premier? Alors, deux questions. Deux questions. Ouais, tu parlais tout à l'heure de faire des préfabs dans Unity. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un moyen de faire tes préfabs, de les précéder dans Blender pour qu'à l'export, ils soient... Non, je les assemble dans Unity. D'accord. Honnêtement, alors on va dire que la production des arbres, ça a dû être 7 ou 8 jours ouvrés de travail. La création des préfabs, peut-être une demi-journée grand max. Donc ça pourrait être sympa, mais c'est pas vital. Mais non, j'ai pas trouvé. Ça marche, merci. Bonjour Pierrick. Alors Bonjour. déjà, merci pour tous tes tutoriels et ta présentation, c'est super. J'ai une question, c'est par rapport au rig. Qu'est-ce que tu penses de la place de Blender dans le rig, dans l'industrie?
Est-ce que, dans l'indé c'est faisable, mais est-ce que dans l'industrie, la plus grosse industrie, est-ce que c'est possible? Ah oui, Ok. carrément. En fait, alors, il y a un début d'amour qui commence à renaître sur le rigging dans Blender, parce que j'ai vu que les contraintes ont été un peu mises à jour. Il y a une ou deux options cliquables en plus, ce qui, espérons-le, présage qu'ils vont travailler dessus. Oui, évidemment. Même à moyenne échelle, je pense, de prod, c'est complètement faisable. Et surtout, il y a énormément de studios qui... je pense que chez Ubisoft, ils font du prototypage, mais je pense que s'ils investissent dans Blender, c'est pas que pour avoir l'air sympathique. Derrière, ils vont développer des outils aussi. Et il y a une force il y a un fort potentiel. Et c'est complètement utilisable. Pour regarder les films que fait la Fondation, c'est pas des gros studios, ils sont une dizaine et ils font des courts-métrages avec un niveau de production incroyable. Mais c'est vrai que Maya, je pense pour ça, est beaucoup plus puissant. Il y a beaucoup plus de fonctions, etc. Mais pour du jeu, franchement, même un bon gros jeu de baston avec beaucoup de bonnes, il y a moyen de faire avec Blender, largement. Ok, merci. On est bon? Merci beaucoup. Ah ouais, merci.